au fond, de quoi je suis parti, c'est de cette idée du décontenancement de l'humain, qui est le titre du livre que j'avais publié en 2019, avec, pour aller très très vite, ces évolutions qui sont marquées par l'accélération qui transforme nos vies, par ce que René Caès a appelé le vacillement des garants métasociaux et des processus sans sujet, c'est-à-dire que l'individualisme plus l'économie capitaliste et managériale et consumériste amène quand même une crise des institutions et des groupes d'appartenance, et amène donc aussi, notamment en clinique, des effondrements narcissiques qui se voient de plus en plus fréquemment. Troisième élément, évidemment, de ce décontenancement, c'est la crise écosystémique. Bon, là, je ne vais pas m'attarder, mais qui est clairement maintenant l'horizon de nos vies, qui s'est imposé comme tel depuis peu de temps, alors que ça fait très très longtemps que certains en parlent, s'en inquiètent. Puis je rappelle Searles 1960, donc ça fait quand même 60 ans, hein, c'est pas rien. Donc c'est tout ça pour essayer de vous recontenancer un petit peu quand même. Le quatrième point de ce décontenancement, c'était finalement ce qu'on peut comprendre comme un monde qui devient inintelligible. Et donc inintelligible, et donc l'insécurité qui l'accompagne, et une perte de confiance dans l'avenir qui quand même marque, je pense, très fort les générations adolescentes maintenant. Alors par rapport à ça, mon idée par rapport à ces évolutions sociales et ce à quoi elles nous confrontent, j'ai le sentiment que nous sommes obligés de repenser notre rapport à ce qu'on appelle la réalité. Et bon, je vais très vite, et pour la psychanalyse, ça se traduit par la nécessité, je pense, de repenser justement cet adossement de la réalité psychique que Freud a mis à l'honneur et nous permet de travailler. Donc repenser l'adossement de cette réalité psychique à ce que Freud a institué comme réalité externe, sans la penser, en la considérant comme une sorte d'invariant. Ce qui, je pense, est un énorme problème pour la psychanalyse aujourd'hui, et qui lui impose de repenser ses paradigmes. Mais c'est clair que les résistances seront très importantes à cet égard. Et donc, ça m'a amené à proposer une topique que j'ai appelée du soi disséminé, pour laquelle je résumerai ça en 4 principes. D'abord, il faut repenser la place de la non-différenciation, c'est-à-dire que, je dirais, beaucoup de psychanalystes sont assez d'accord pour dire que on commence par du non-différencié, que le bébé naissant est beaucoup dans le non-différencié, pas que, mais beaucoup, et puis que ça se transforme, ça se différencie progressivement, etc. Mais très souvent, quand on l'admet, cette place de la non-différenciation, on la réduit au début, à l'origine. Alors que je pense qu'elle reste tout le temps présente, tout le temps active, et qu'elle est un élément central de notre vitalité et de notre créativité. Deuxième principe, il faut donc, me semble-t-il aussi, repenser les processus de différenciation-individuation en termes de coémergence de l'individu et son environnement. Et c'est là que je me suis appuyé sur les travaux de Simondon, qui est donc un psychologue français des années 50-60, qui s'est beaucoup inspiré de la physique pour amener l'idée qu'il n'y avait pas de préséance ni d'un individu, ni de son environnement. Les deux émergent en même temps. C'est-à-dire que quand il y a une individuation, il y a en même temps émergence de ce qu'on appelle l'environnement. Et donc, cette émergence amène alors la notion d'un dedans et d'un dehors. Alors, dedans et dehors qui sont c'est une nécessité pour l'humain de penser qu'il y a un dedans et un dehors. On ne pourrait pas vivre si on ne pensait pas qu'il y a un dehors. Et donc on doit créer tout le temps des dedans et des dehors. Le problème, c'est que la psychanalyse a eu tendance à penser qu'il y avait un dedans et un dehors.
un dedans qui serait la réalité interne et le dehors qui serait la réalité externe. Mais je pense que ce n'est pas du tout comme ça. On voit bien déjà qu'il y a des niveaux de réalité, même dans ce qu'on appelle la réalité interne, des niveaux de réalité différents. Et là, je pense que ce qu'on appelle la réalité externe, là aussi, il y a des niveaux de réalité différents. Et Internet, les jeux vidéo, tout ça nous oblige à penser ça. On peut plus faire l'économie de penser ça. Alors, troisième principe, il faut donc concevoir la vie psychique en termes de circulation entre une pluralité de différenciation dedans-dehors. Donc, on passe de l'une à l'autre tout au long de nos journées, tout au long de nos nuits, tout au long de notre vie. Et le quatrième principe, c'est qu'il me semble nécessaire maintenant d'étendre la psychanalyse à l'appréhension de la réalité, de la complexité des réalités humaines citées. Et donc là, je pense qu'on a aussi à penser comment on va pouvoir s'articuler à d'autres niveaux, l'intelligence artificielle, l'anthropologie, enfin plein de choses. Donc les quatre principes, si vous voulez, que j'ai énoncés, c'est ce qui structure le séminaire. Donc, chacun de ces principes, je vais les reprendre dans un des séminaires, et donc on commence par le début, si on peut dire, qui est la place centrale de la non-différenciation. Alors, la non-différenciation, moi, d'une manière qui n'est peut-être pas complètement rigoureuse, mais je mets là-dedans l'informe de Winnicott, l'ambiguïté de Bléguer, O de Bion, et le pré-individuel de Simondon. Donc, c'est sûr qu'on peut discuter, parce qu'il y a des nuances, et que tout ça n'est pas parfaitement superposable. Mais je pense que ça cherche à approcher à peu près la même chose. Et là, à nouveau, bon, vous voyez que je vous propose quand même une théorie un peu structurée. Là, j'ai de nouveau trois postulats pour approcher cette question-là, de la non-différenciation. Le premier postulat, mais j'ai déjà un peu dit ça, c'est l'émergence de la vie comme non-organisation, mais avec des préconceptions, comme Bion les a nommées, d'une part, et une épigénèse, que les neurosciences maintenant ont mis au centre du développement de l'humain, et que cette non-organisation de départ, que j'appelle le non-différencié, les préconceptions et l'épigénèse rendent compte au fond de l'actualisation des potentiels d'organisation et de différenciation que nous avons tous en nous, ces potentiels, et donc de l'actualisation à travers l'expérience sensorielle et affective qui, évidemment, est particulièrement sollicitée du fait de la néothénie de l'humain et du fait que son premier développement, il ne peut pas se faire sans autrui. Alors, Winnicott, à cet égard, est quand même un de ceux qui a le plus travaillé, je trouve, cette unité primaire bébé-environnement, au point même que, dans un de ses articles, il situe le self comme étant en dehors du corps. Le self est dans l'unité bébé-environnement. Et que c'est les soins maternels et la préoccupation maternelle primaire en particulier qui, à son avis, font que le self va petit à petit, le centre du self va petit à petit migrer dans le corps. Donc, ce n'est pas un donné de départ. Je trouve intéressant, ça, cette idée-là de Winnicott, que ce n'est pas un donné de départ. Et moi, je compléterai cette idée de Winnicott en pensant qu'une part du self reste clairement dans l'environnement. Ça, vous avez compris que ça, c'est un peu le cœur des hypothèses que je propose. Alors, postulat numéro 2, c'est que le soi, donc, ça je viens de le dire, en fait, je répète, le soi reste disséminé. Une part se maintient dans un espace de non-différenciation et une autre part suit les processus de différenciation, individuelle et collective. Et là, bon, je ne vais pas reprendre tous les travaux de Caes. Je crois que Caes a beaucoup amené le cadre théorique pour penser ce qui est au-delà de l'individuel, c'est-à-dire le groupe, et également en partie les institutions. Alors, mais par rapport à ça, donc par rapport à cette idée donc, des processus de différenciation individuelle et collective, je vous ai dit que je m'étais beaucoup inspiré du modèle de Gilbert Simondon, c'est-à-dire, lui, il ne parle pas d'informe ni de différencié, il parle de pré-individuel. Et donc le pré-individuel, c'est au fond ce potentiel non différencié à partir de quoi va émerger l'individu et à partir de quoi va émerger ce qu'on appelle l'environnement, mais qui est en fait une part non reconnue comme interne, pour moi, de l'individu. Et alors ce qui est intéressant également chez Simondon, c'est que lui,
quand il envisage la manière dont fonctionnent les groupes, c'est qu'il dit que les groupes ne se forment pas à partir des parts individuées, à partir de la différenciation, mais que les groupes impliquent un retour d'abord vers le pré-individuel, c'est-à-dire le non différencié, pour ensuite former le système groupal. Je trouve que c'est une idée vraiment intéressante parce qu'elle remet bien l'informe, le non différencié au cœur même des transformations et de la construction de la vie sociale. Un autre auteur qui m'a beaucoup inspiré, c'est Bleguer. Alors vous connaissez les travaux de Bleguer, son livre principal s'appelle Symbiose et ambiguïté. Je n'ai jamais compris pourquoi il a mis d'abord symbiose et ensuite ambiguïté, parce que pour lui ça commence par l'ambiguïté, et la symbiose est une ambiguïté qui tourne mal, si on peut dire. Puisque pour lui, au départ, il y a des noyaux qu'il appelle ambigus, qui sont des noyaux d'indifférenciation moi-non-moi. Il appelle ça moi-non-moi, lui. Bon, peu importe. Mais donc, les noyaux d'indifférenciation. Mais qui sont, on pourrait dire, libres. Il y a quelque chose là d'un potentiel conservé de vitalité. Et puis, dans la symbiose, quelque chose se fige. Quelque chose devient une sorte de retour à cette, non plus à l'ambiguïté, mais à quelque chose qui de l'ambiguïté s'est figé. Voilà. Et qui est figé de manière défensive. Alors, postulat numéro 3, je pense qu'il est très important de distinguer, comme le propose Winnicott à propos de l'intégration, des intégrations, non-intégration, qu'il faut distinguer la non-différenciation, c'est-à-dire ce qui est au départ est ce potentiel libre à partir de quoi vont pouvoir se produire les différenciations, qu'il faut différencier cette non-différenciation de, alors je ne sais pas très bien comment l'appeler, disons l'indifférenciation au sens où ce serait un mouvement vers la différenciation, mais qui se heurte à des angoisses telles qu'il y a une régression vers une indifférenciation défensive. Voilà. Je pense que mélanger les deux, c'est se priver vraiment d'un outil important pour penser la créativité et le développement de l'humain. Et donc, je ne suis pas de ce fait-là d'accord avec Bleguer quand il dit que se dépose sur les institutions, sur les fonctionnements sociaux, etc., tout ce que Caes appelle le métasocial. Je ne suis pas d'accord de penser que ce n'est que l'indifférenciation et les parties psychotiques. Parce que lui, Bleguer, il associe les deux, indifférenciation et parties psychotiques. Moi, je pense qu'il y a dans ces dépôts qu'on fait sur les groupes, les institutions, sur la société, les fonctionnements sociaux, je pense qu'il y a aussi une part de non différencié, on pourrait dire primaire, c'est-à-dire d'un potentiel de changement qui n'est pas a priori défensif. Idem pour Bion, quand il différencie les parts psychotiques et les parts non psychotiques de la personnalité. Alors, tout dépend comment on l'entend, mais je crois que c'est important de penser que tout ce qui est non-différenciation n'est pas psychotique, n'est pas nécessairement psychotique, qu'il y a un non-différencié qui est un simple potentiel, et qui n'est ni névrotique ni psychotique. Il est simplement quelque chose qui est là pour l'avenir. Voilà, une sorte de réserve de non-différenciation. Parce que je me suis toujours demandé, la mémoire, il y a plein de formes de mémoire, on est d'accord, mais notre mémoire est particulière. On vit un instant. Cet instant, on se dit, quel instant incroyable. Et on sait qu'on va l'oublier, probablement. Parce qu'il y a plein d'instants, parfois très douloureux, mais plus souvent agréables ou simplement beaux, qu'on oublie. On ne peut pas les retrouver. Mais où ils vont? Parce qu'on s'est dit, c'est beau. On a symbolisé. Et ça devient quoi? Voilà. La mémoire ne peut plus les récupérer. Alors, et je pense que ça va dans le fond informe. Ça va dans ce fond non différencié. Ça retourne dans le fond différencié. Mais ce fond différencié, à mon avis, il est très important parce que lui, c'est, à mon avis, pour moi, l'arrière-fond du psychisme. C'est ça qui fait l'humeur. C'est ça qui fait la résilience ou pas la résilience. Voilà. Je crois que quand on va mal, on peut puiser là-dedans ou pas. Que ce fond colore de manière énorme nos existences. Voilà. Tout ça, c'est des hypothèses. Je dois dire que je suis très reconnaissant de m'avoir invité.
Quand je vous ai lu, je marque quand même qu'il y a des... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'ai une toute autre approche. Donc je crois que ça peut être très intéressant de discuter avec vous et de voir où ça nous va mener. Je vais me limiter et puisque nous avons quand même quelquefois, donc ça peut se développer petit à petit. Mais je vais faire le point qui est pour moi le plus important, c'est que donc Jean-Paul part de, il y a le soi, et puis il y a des couches de soi, et puis il y a des couches qui sont moins différenciées, et l'indifférencié reste là comme arrière-fond, c'est ça que vous dites. Hein? Disons, ça c'est le... Et puis on peut lier beaucoup d'auteurs à ça. Mon point de vue est tout à fait différent, est devenu de plus en plus différent, c'est-à-dire que nous sommes dans, disons, l'indifférencié est énormément, infiniment plus grand. Et nous sommes comme des petits noyaux dans l'infini. Mais l'infini, nous sommes dans l'infini. Ce n'est pas que l'infini est quelque part ailleurs et que nous sommes entourés de l'infini. Nous sommes dans l'infini, dans l'indifférencié, dans ce que appelle Bion l'inconnaissable, et nous ne pouvons pas en parler. Ça, c'est le grand problème. Je ne sais pas, moi, je parle moi-même pas l'italien, mais on m'avait demandé du Revista, le journal italien de psychanalyse, de faire un commentaire sur les neuroscientifiques de Nortov et Migone. Migone, c'est le neuroscientifique qui a découvert les neurones de miroir. Et c'est dans le dernier numéro. Et j'étais très étonné que les neuroscientifiques trouvent juste la même chose. Ils parlent de self-related, donc c'est vraiment c'est un tout autre point de vue nous disons la même chose, mais c'est d'un autre point de vue. Ce que disent les neuroscientifiques, nous vivons dans un espace qui n'est pas du tout différencié, dans le sens qu'avec ces neurones de miroir, quand moi je ressens quelque chose, vous ressentez ça aussi. C'est immédiatement communiqué. Quand on voit, par exemple, quelqu'un prendre une bouteille, ce sont les mêmes neurones dans l'autre qui sont activés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différenciation. Nous vivons dans la même soupe, on pourrait dire. Et c'est très très fort quand disons, maintenant, quand je vous parle, il y a énormément de choses qui se passent à un niveau non verbal. Et ils utilisent l'expression self-related. Ça veut dire, c'est pas moi c'est pas self-centered, c'est pas moi qui est le centre, mais disons, de cette zone qui n'est pas du tout différenciée, il y a des petites choses qui sont reliées à nous. Ça, c'est self-related. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Où je me vois comme un moi qui est dans le monde, où le moi, c'est seulement quelque chose qui existe et qui est peut-être même éphémère. Même aussi les neuroscientifiques voient le moi comme un online phénomène. Donc c'est quelque chose qui se fait tout le temps comme la mémoire. C'est pas quelque chose qui est fixe. C'est éphémère. Le moi est éphémère. Et dans le moi, il y a la zone, et c'est 5% de notre fonctionnement, la zone la plus différenciée, c'est la pensée verbale, la pensée logique. Mais ça, c'est très peu. Et puis, il y a toute cette zone avec laquelle nous travaillons dans la psychanalyse, c'est l'inconscient dynamique. L'inconscient dynamique,
ce qui correspond aux fantaisies de Melanie Klein. C'est avec ça que nous travaillons. Mais même la fantaisie dynamique, l'inconscient dynamique de Freud n'est qu'une petite partie de l'inconscient. Et cette relation de l'inconscient dynamique avec, disons, le grand inconscient, ça c'est très très intéressant, aussi du point de vue clinique. Donc, ce que j'essaie de démontrer, c'est de me mettre... donc, vous vous mettez dans ce moi et vous regardez de là et comment ça devient de plus en plus indifférencié. Moi, je me mets tout à fait du côté de l'indifférencié. C'est très intéressant. Moi, je suis très reconnaissant que nous pouvons en discuter. C'est évidemment beaucoup moins de travail pour moi comme discutant que pour vous, Jean-Paul. Je vais juste dire, et puis je vais m'arrêter, je vais juste souligner 3 auteurs. Il y a d'abord Winnicott. Je trouve que chez tous les auteurs, il y a un premier, un dernier. Beaucoup d'auteurs ont dit d'autres choses à la fin de leur vie ou de leur travail. Ce qu'on voit chez Winnicott, c'est que à la fin, il est allé tout à fait dans l'indifférenciation, avec la régression. Il trouvait la régression la chose la plus importante dans une thérapie. Il disait, c'est là qu'on rencontre le noyau fou, et c'est le plus grand travail d'une analyse, c'est laisser être dans cette indifférenciation. C'est aussi on n'a pas bien compris ça. Il y a le vrai et le faux self. En fait, le vrai self, c'est un incommunicado self. Il n'y a pas de mot pour ça et on ne peut pas mettre ça à la même hauteur d'un faux self. C'est quelque chose de tout différent. Le faux self, c'est le self différencié, social, avec lequel c'est comme des vêtements, on pourrait dire, tandis que le moi incommunicado self est tout à fait dans l'indifférencié, c'est quelque chose qu'on ressent. Et donc pour Winnicott, c'était très important. Pour Bion, c'était comme vraiment une césure dans son travail. C'est comme vous avez souligné, Jean-Paul, le premier Bion, c'était avec le psychotique, la pensée, c'était comment est-ce qu'on peut gérer ce qui n'est pas pensé. Ça, c'est le premier Bion. Et la psychanalyse ici a en fait pris beaucoup de choses de là, et tout ce qui est pathologique, on a vu comme indifférencié, pas pensé. Les autismes, les borderline, les psychotiques, les psychosomatiques, c'est toute la zone non différenciée qu'on doit essayer de penser. Le dernier Bion, puis il a vu, c'est différent. C'est en fait cette zone qui n'est pas différenciée, c'est là que les choses se passent, c'est là qu'il y a un changement transformationnel, la transformation en haut, et puis cette zone non différenciée est devenue, disons, la base de la vie, c'est plus la pathologie. Il parle aussi de une psychose saine, il a de la zone hallucinatoire, donc c'est tout à fait un autre monde. Aussi, disons, le premier et le dernier, Lacan, on fait en fait la même chose. Je ne connais pas bien Lacan, mais le premier Lacan, c'était la zone imaginaire, symbolique. Et le dernier Lacan parle du réel, en fait. C'est assez proche de tout ça, le réel. Et la cause béante, c'est un autre... et les lamelles, ce sont tous des expressions de Lacan d'essayer de dénommer la même chose. Donc, pour moi, la grande question, mais enfin, on a heureusement encore du temps pour y arriver, la grande chose, c'est comment est-ce qu'on peut arriver d'être dans cette zone non différenciée? Comment?
Et Bion s'est vraiment penché là-dessus. Pour Winnicott, c'était la régression, mais Bion disait, nous ne devons pas nous régresser, nous sommes déjà régressés, tout le monde est régressé. C'est la grande différence, enfin c'est une grande différence entre ces deux auteurs. Donc ça c'est qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre moi pour être là. Vous voyez? Donc nous disons la même chose, mais moi je parle vraiment de, disons, l'ampleur de cette zone indifférenciée. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci. J'essaie de synthétiser au maximum la manière de présenter les choses. Et donc, à nouveau, il y aura 3 postulats qui organisent un petit peu la pensée de ces processus. Le premier postulat, donc, saturation et désaturation. Donc, il y a accumulation d'expériences, des expériences qui sont de plus en plus variées, de plus en plus diverses, donc de plus en plus contradictoires, si elles restent à un même niveau de non-organisation. Voilà. Et que cette saturation risque, fait peser la menace d'un chaos, c'est-à-dire de quelque chose qui devient tellement bouillonnant, tellement impossible à contenir, que les mécanismes de régulation du psychisme s'en trouvent menacés. Et que donc, il y a une nécessité de catégoriser, une nécessité de créer des différences au sein de cet espace psychique non différencié, ce qui permet alors, effectivement, d'introduire des niveaux différents et donc aussi de remettre un petit peu d'ordre dans cet espace, mais c'est infini, parce que tout au long de notre vie, ces expériences s'accumulent, et ces expériences imposent l'émergence de nouvelles différenciations. Alors, l'échec de ces processus de différenciation produit effectivement un chaos psychique, une désorganisation, des régulations, et donc des pathologies d'autant plus importantes qu'elles sont précoces, évidemment. Alors, cette manière de concevoir les choses s'appuie beaucoup sur les travaux de Gilbert Simondon. Donc, pour ceux qui ont parcouru les 2 bouquins que j'ai écrits là-dessus, donc surtout peut-être l'homme différencié, l'homme décontenancé, qui est un peu un ouvrage, on pourrait dire, qui détaille les choses et les données à partir desquelles j'essaie d'élaborer mes constructions. Donc Gilbert Simondon, qui est un psychologue et philosophe des techniques surtout, c'est pour ça qu'il est connu, qui travaille dans les années 40, 50, 60, et qui est un peu plus connu maintenant, mais relativement méconnu quand même. Voilà. Et donc lui, il s'appuie beaucoup sur les modèles de la physique moderne, donc les états loin de l'équilibre, également la physique quantique, et alors également les ordinateurs, la pensée donc des ordinateurs. Et pour lui, donc, c'est lui qui a développé ces notions de saturation, de sursaturation, concevant alors les systèmes comme des états métastables, c'est-à-dire appelés forcément à évoluer. Et c'est lui également qui parlait d'un état premier non différencié que lui appelait le pré-individuel, parce que ses travaux de sa thèse, c'est sur les mécanismes et les processus d'individuation. Alors, il écrit par exemple, non, c'est Barthélemy qui écrit ça, ce qui est le directeur des cahiers Simondon, également un philosophe, qui écrit « Est pré-individuel une réalité caractérisée par le plus qu'un », c'est-à-dire la sursaturation comme non-identité à soi-même. Alors, c'est pas très simple de pénétrer ce genre de pensée. Ce que moi je comprends dans cette manière de décrire les choses, c'est que nos expériences deviennent de plus en plus hétérogènes et qu'elles ne peuvent plus se penser sur le mode de l'unité. Il faut penser
bon, l'exemple que donnait Barthélemy, c'était au fond quand la physique cesse de penser uniquement en termes d'ondes, mais pense également en termes d'éléments corpusculaires. C'est-à-dire que c'est deux niveaux de description d'une même réalité qu'il ne faut pas chercher à rendre compatibles, ces deux niveaux différents. Là. Et que donc, au niveau de notre fonctionnement psychique aussi, il y a pour pouvoir continuer à accumuler l'expérience, il faut qu'on puisse penser le plus qu'un. C'est-à-dire que, et sans que ça ne soit vécu comme paradoxant. Alors, deuxième point, les différenciations dedans-dehors et ce que Simondon appelle le saut transductif. Donc, l'idée importante, c'est qu'il y a coémergence dans la théorie de Simondon de l'individu et de son milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un milieu qui préexiste à un individu, il n'y a pas un individu qui crée un milieu, il y a un phénomène où individu et milieu se créent d'un même mouvement. Alors l'individu a le sentiment subjectif qu'il y a un milieu qui l'entoure, mais en réalité, ça convient assez mal comme expression, mais il conçoit les choses comme les deux viennent en même temps, et l'un ne serait pas là sans l'autre. Et donc, il forme une sorte d'unité, mais vue comme deux éléments. Et cette idée de dedans et de dehors est évidemment essentielle pour notre sentiment de continuité, du sentiment d'exister, et notre vécu d'une certaine stabilité. S'il n'y a pas de dedans et dehors, si tout est constamment sans aucune forme de stabilité, c'est clair que les angoisses qui en découlent sont intolérables. Et Simondon appelle transduction le mécanisme par lequel se produit cette coémergence. On y reviendra plus tard. Alors, il dit aussi, il décrit Simondon, que la transduction, j'en dis quand même un mot maintenant, elle consiste, je le cite là, elle consiste à suivre l'être dans sa genèse, à accomplir la genèse de la pensée en même temps que s'accomplit la genèse de l'objet. Alors, de nouveau, c'est assez obscur, enfin, je trouve. Mais ce que moi j'entends là-dedans, c'est que cette différenciation, elle amène une émergence d'une configuration, ce que j'appelle moi une configuration psychique, d'autre part un milieu qui va avec cette configuration, mais qu'il y a un troisième terme qu'il faut penser, qui est que cette émergence s'accompagne d'une forme de pensée spécifique. C'est-à-dire, donc, quand il dit donc genèse de la pensée en même temps que genèse de l'objet, l'objet ce serait la configuration et le milieu, et genèse de la pensée, du rapport, de la relation entre les deux. Je crois que ça c'est un point important, et je rapprocherai ça de, je ne sais pas si vous vous souvenez des travaux d'Daniel Stern 1985 sur les sens de soi, mais je pense que ça a à voir avec ça. C'est-à-dire que à chaque fois il y a un sens de soi qui émerge en même temps que cette différenciation. Alors, ça pose la question quand même mais je vois que là, je prends un peu trop de temps. Donc, je vais peut-être je voulais passer sur Winnicott et l'utilisation de l'objet. En un mot, quand même, l'utilisation de l'objet, au fond, décrite par Winnicott, c'est quand même quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que il y a au départ cette espèce d'état schizoparanoïde, on pourrait dire, où l'attaque de l'objet primaire est vécu comme sa destruction, et puis il y a un moment, décrit par Winnicott comme utilisation de l'objet, où il y a l'attaque, par exemple le nourrisson qui mord le doigt de Winnicott, par exemple, ou le sein de sa mère, il y a la réaction de douleur de la mère, mais le maintien de la relation maternante, et donc une constance qui se maintient quand même, et c'est cette étape-là qui permet précisément, par la survie de l'objet, le fait que l'objet soit à la fois détruit dans le fantasme et survivant dans un autre niveau de réalité. Voilà. Et que cette coexistence, évidemment, fonde, ou en tout cas renforce la position dépressive décrite par Mélanie Klein. Et donc, on voit bien que
d'une sorte de psychisme saturé émergent deux formations psychiques différenciées. Voilà. Alors, tout ça ne nous dit quand même pas comment ça se passe précisément, mais cette question de la transduction, elle est un peu compliquée, et donc je vais la réserver pour la séance prochaine. Troisième élément peut-être théorique que je voulais amener par rapport à cette théorie des configurations, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, l'expérience s'emmagasinant, se développant, se complexifiant, eh bien, il y a nécessité d'une pluralité de configurations et d'émergence, donc de milieux. Et donc, ça c'est peut-être un point important, c'est que si on pense une pluralité de configurations, on est obligé de penser une pluralité de milieux. Donc, l'environnement en tant qu'unité, à la fois nous rassure, parce qu'évidemment on aspire à l'unité, c'est quelque chose qui nous, voilà, qui est plus simple, on pourrait dire, mais l'environnement, ce sont des environnements, et donc un nombre infini d'environnements, si on voit les choses de cette manière-là. Alors bien sûr, réduite par le fait qu'il y a, comme je le signalais avant, les aspects groupaux et les aspects métasociaux qui interviennent et donc qui reforment des cohérences, mais je crois que c'est important de le signaler. Et je cite à nouveau Simondon, qui a à nouveau une proposition qui me paraît très, très, très importante quand il dit « Le vivant conserve en lui une activité d'individuation permanente. Il n'est pas seulement résultat d'individuation comme le cristal ou la molécule, mais théâtre d'individuation. » Je crois que c'est un point vraiment, vraiment très, très important, c'est cette idée d'une individuation permanente, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais tant qu'on vit. Par rapport à la question de tous ces environnements, je pense que l'expérience qu'on fait actuellement du virus et de la manière dont les sociétés réagissent à cette donnée, on pourrait dire, qui concerne la santé des gens, on voit bien qu'il y a tant de manières différentes d'appréhender cette réalité de la pandémie, et que il suffit de parler avec quelques collègues et quelques patients différents pour se rendre compte qu'effectivement, ce milieu-là, c'est pas un seul milieu, c'est une pluralité de milieux vécus par une pluralité de gens, et que donc évidemment, les politiques et les médecins seraient très contents d'avoir une manière de réagir qui serait bonne pour tout le monde et partout, mais évidemment, si on pense des choses comme ça, on voit que on court après sa queue et que c'est un peu illusoire, et que donc il faut bien s'accorder avec l'idée que voilà, cette pluralité, elle doit également se marquer dans la manière dont on y réagit. Peut-être juste encore avant de passer au cas clinique que je voulais vous amener pour essayer d'illustrer un petit peu tous ces propos, l'important, donc, individuation permanente, et un moment évidemment très important, c'est ce que Simondon appelle la constitution du transindividuel. Donc le transindividuel, c'est le groupal, on pourrait dire en un mot, c'est peut-être même plus large que le groupal, mais ce qui est vraiment important, c'est que pour Simondon, cette l'individuation, les individuations successives ne sont pas des super individuations à partir des individuations précédentes. C'est un retour d'abord vers l'informe, vers le non différencié, qui permet ensuite de repartir vers une nouvelle différenciation. Et donc, il souligne que le transindividuel, qu'on peut rapprocher du groupal, se constitue non pas à partir des identités différenciées, mais à partir du non différencié. Et donc là, on retrouve vraiment la pensée d'Anzieu, de Caès, autrement de Bion avec les mentalités de groupe, également de Bleguer avec les dépôts des parts indifférenciés sur les fonctionnements sociaux. Voilà. Peut-être que tu peux commencer. C'est peut-être mieux maintenant que... Ce qui est important, je trouve, c'est que... Enfin, on est plein dans le premier bion, en fait, ici. Quand j'ai lu votre texte, je suis en grande partie d'accord, mais je viens d'un tout autre côté, en fait.
on doit voir que, disons, la pensée, disons, la philosophie française, c'est surtout la pensée. C'est la pensée, et ça, enfin, c'est bien. Votre texte reflète ça bien, je trouve. Vous faites des constructions et comme ça, vous déduisez des choses comme l'indifférenciation et la pensée de Bion, mais on peut aussi dire, en fait, une toute autre approche, c'est la pensée anglaise, c'est l'empiricisme, c'est la source et l'empiricisme. C'est une très grande différence. Et je trouve que, enfin, c'est difficile aussi, ici dans notre société de psychanalyse, d'être en contact avec cet autre côté, puisque, disons, c'est pas c'est comme c'est pas dans le DNA de la pensée française. Donc, je voudrais, et j'avais, puisque tu vas parler de Bacon après, et je crois que tu m'as donné la référence il y a peut-être 20 ans, Blandine, mais ce petit livre est un des livres que j'aime le plus, enfin, c'est un de mes préférés. Bacon avec une belle photo de Sylvestre, je crois. Mais dedans, il y a un petit texte de Didier Angieux, et je crois que s'il y a un auteur analytique français qui est vraiment très proche de ces idées d'empiricisme, c'est Angieux. Et Angieux dit même que, disons, pour les, enfin, on ne peut pas dire pour les Anglais en général, mais certainement, donc, le premier Bion, puisqu'il va, à la fin, il va sortir de ça, mais le premier Bion, il disait « The animal grew a mind », donc l'animal, il y a disons, un mind qui a commencé, mais ce petit mind, c'est rien en fait encore. C'est pas encore, enfin, disons, nous souffrons de ça et c'est pas encore très développé, on pourrait dire. Et the animal grew a mind, c'est par la sensation, donc le contact avec disons, ce qui nous entoure. Mais la sensation, et Angieux souligne ça très bien, la sensation, il n'existe même pas une traduction en français pour le mot anglais « sensation ». Donc, on voit déjà le problème. Et Angieux décrit ça très bien. « Sensation », pour les Anglais, c'est... enfin, on le compare souvent avec les madeleines de Proust, on pourrait dire. Donc, il y a... Les madeleines, c'est le goût, mais il y a déjà un début de pensée, on pourrait dire. Donc c'est quelque chose, le début du psychisme. Donc c'est différent de la sensation française, sensation. Et enfin, j'ai pas lu Simondon, mais disons en étudiant Bion, j'ai lu tous les empiricistes anglais comme Berkeley, c'est très intéressant, Berkeley, Hume, Locke. Et pour eux, c'est très très différent, donc ils sont tout proches de ça. Et pour eux, les pensées, disons, c'est pas quelque chose qui se déduit logiquement, mais c'est quelque chose qui vient par mettre des choses ensemble, c'est très basique, et il reste là. Et on voit ça aussi dans les congrès psychanalytiques, dans le sens que, disons, les collègues français, ils développent une pensée, un discours, et on aime ce discours, et souvent c'est bien fait, mais c'est un discours pensé. Et puis il y a toutes ces discussions sur Freud a dit ça ou il a dit ça, et ce sont des pensées, en fait, des pensées fines. On dit souvent, après une présentation, c'était une pensée fine. Les Anglais, ils parlent de la clinique et un tout petit peu de la pensée. Pour eux, c'est tout différent. Donc, c'est important de voir cette différence. Et je suis très content que
tu as amené Bacon, puisque là, on voit vraiment cette différence d'approche. Ok. Donc, et moi, en fait, pendant 30 ans, j'ai essayé de me libérer de la pensée, ce qui n'est pas facile, puisque on peut voir que notre but, en fait, c'est de venir de cette zone indifférenciée et d'arriver à quelque chose différencié, plus de contrôle et tout ça. Mais à la fin, comme Bion se rend compte que là, c'est toujours une illusion. Le plus important, c'est le contact direct avec cette zone indifférenciée. Mais le chemin, l'autre chemin d'aller vers cette zone indifférenciée, ce contact avec, on pourrait dire, le réel, c'est très difficile. C'est très difficile d'arrêter, disons, la soi-disant pensée. La pensée d'ailleurs de Bion et des Anglais, c'est pas du tout la même que pensée, disons. Hume disait thinking is a habit before reflection. Donc penser, c'est une coutume avant qu'on commence à réfléchir. Ça sont les Anglais. C'est très différent d'une pensée qu'on fait d'une manière déductive. C'est ça qu'on voit, enfin on appelle ça maintenant dans la neuroscience le mind wandering. C'est quelque chose qui va de soi-même. Et c'est ça le mind qui a commencé en contact avec la réalité. Maintenant, et peut-être je peux développer ça la prochaine fois, maintenant on a dans la psychanalyse, on est proche de ce que fait ce mind, et les idées psychanalytiques sont très proches des idées neuroscientifiques. Les idées neuroscientifiques, c'est ce qui est, disons, un des plus grands neuroscientifiques, c'est Carl Friston, et ça c'est proche de Simondon. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a une grande entropie, et avec, disons, la pensée automatique, l'entropie devient moins. Et ce qui est très intéressant, la pensée, donc comme coutume, ça c'est la fantaisie de Melanie Klein. Elle parle de fantasy avec PH pour mettre la différence avec la fantaisie de Freud, puisque pour Freud, la fantaisie était toute différente. Mais la fantaisie, c'est ce moteur automatique, ce mouvement automatique qui n'arrête jamais et qui met des trucs, mettre de l'ordre. D'ailleurs, pour le moment, on voit le rêve plutôt comme pendant qu'on dort, quelque chose qui met de l'ordre dans tout ce que nous avons vécu, en mettant les choses ensemble qui ressemblent de forme. C'est comme dans le temps avec les ordinateurs, ça s'appelait fragmentation. Donc on voyait, mais peut-être vous ne connaissez plus ça, mais on devait faire ça, et puis pour sauver de mémoire, l'ordinateur mettait tout ça ensemble avec des petits carreaux, vous rappelez? Mais donc, c'est ça que nous préparons pour ce qui va passer dans la journée. C'est ça les rêves. Moi, quand j'écoute les rêves, j'écoute pas seulement vers le passé, mais aussi toujours vers l'avenir, puisque je crois que la fonction des rêves, c'est préparer pour l'avenir. Bon, on sait maintenant aussi, de point neuroscientifique, disons le network qui est responsable de faire ça et qui correspond au moi le moi inconscient de Freud, c'est le default mode network, mais je crois pas, je peux pas développer ça ici, peut-être le fois prochain. Mais Bion aussi a fait toute une étude de comment de partir de ce sensation avec les éléments bêta, comment toutes les étapes de pensée pour arriver à quelque chose de plus pensé, de thoughts, comment ça marche. Et il a fait, disons, le premier Bion, c'est ça.
Et j'avais préparé ça pour aujourd'hui, mais peut-être je vais le garder pour le fois prochain. Alors. Donc, Bion est parti de là, mais ce qu'on voit chez disons, les empiricistes, c'est que ce qu'ils aiment, et aussi Bion dans son travail, c'est pas d'aller de plus en plus haut et de plus en plus sophistiqué, mais c'est juste le contraire. C'est de partir de là pour aller à des éléments bêta, à le moins penser, être si proche que possible avec cette zone qui n'est pas pensée. Et Bion, là, te rejoint, Jean-Paul, dans le sens que le Bion, avant qu'il était analyste et qu'il travaillait avec les groupes, il avait parlé de proto-mental matrix. C'est la même chose. Donc nous sommes dans un proto-mental matrix. Et c'est dans les groupes. Et quand on veut changer quelque chose dans une institution ou dans les groupes, c'est avec ce proto-mental matrix, c'est là qu'on doit changer des choses. Ou dans un couple, disons, les pensées viennent d'après. Si on est dans un mode de fight-flight, on peut parler si long qu'on veut, ça ne va rien changer. Si on tourne vers un autre, comme par exemple pairing, ou dependent, basic assumption, on est dans un autre mode, et puis il y a des autres pensées qui peuvent venir. Je pense, ce que je pourrais dire encore, peut-être que je peux montrer très vite quelques schémas pour mettre un peu de l'ordre dans ce que je dis. Je peux développer aussi une autre fois, si vous voulez, ça c'est le deuxième Bion, c'est comment on peut arriver, comment il a conçu qu'on peut arriver à être en contact avec cette zone pas différenciée, puisque tu m'avais demandé ça. L'idée de Bion à laquelle il est venu, c'était, disons, l'idée de détruire cette pensée. C'est aussi la position paranoïde schizoïde de Bion. Ça veut dire ni mémoire, ni désir. Désir, c'est la mémoire dans le futur. On pourrait dire no understanding, donc pas comprendre, no cohesion, donc pas faire des liens cohérents. Donc on doit laisser tout ça. Donc et Bion en parle aussi, c'est un exercice, hein, c'est difficile pour y arriver, c'est un long exercice. Et c'est comme ça qu'on peut être en contact avec ce que nomme Bion l'intuition. L'intuition. Et j'ai deux groupes maintenant à l'étranger, enfin, c'est facile maintenant par Zoom, un en Norvège et un en Israël, où donc on est particulièrement, ce sont des collègues de sociétés-là. Je trouve qu'il y a, disons, pour être je fais la différence entre, j'en ai peut-être parlé la fois passée, l'association horizontale et l'association verticale. J'en ai déjà peut-être parlé. Mais disons, quand on est en contact avec cette autre zone, ça veut dire qu'on essaye d'être vide aussi. Quelque chose peut venir comme presque une hallucination ou quelque chose qu'on entend ou quelque chose qu'on voit. Et l'association horizontale, c'est dans cette zone de pensée automatique, puisque là on dit je pense à, ça me fait penser à, on est dans cette zone d'association horizontale, tandis que l'autre c'est plutôt comme une intuition, une image, un voix qu'on entend. Et avec ces groupes, on essaie en parlant d'un cas, on essaie de voir ce qui sort. Et puis on compare ça à ce que l'analyste a présenté. C'est une manière de supervision et recherche en même temps.
Si j'ai encore 5 minutes, je vais juste montrer quelque chose et puis je voudrais encore dire quelque chose, Jean-Paul, sur Winnicott. Je suis d'accord avec ce que tu dis de Winnicott, mais Winnicott, donc pour lui, évidemment, c'est tout à fait, c'est un des analystes les plus anglais. Et pour lui, donc, il était orienté vers l'environnement et il trouvait que l'environnement était traumatique. Donc, la mère devait mettre une illusion entre le contact avec la réalité et puis le bébé, on pourrait dire. C'était une illusion. Et ce qu'il dit alors, c'est que ce qui se passe in the use of an object, c'est que si le patient ou l'enfant peut détruire cette illusion, on est en contact direct avec l'environnement, avec la réalité. Et donc pour lui, comme anglais, ça a quelque chose de vivant, de rafraîchissant. C'est une autre manière. On n'est plus en contact avec un fantasme, mais avec la réalité même, c'est ça qu'il dit. Mais il ne met pas ça dans la position dépressive, puisqu'il était tout à fait de l'autre côté de Klein. Donc pour lui, c'était la même chose, détruire de cette illusion, destruction de cette illusion, être dans un contact revivant avec la réalité. Je vais juste montrer quelque chose vite. Donc ça c'est la grille de Bion, mais si vous voulez, on peut en parler de nouveau. Ça, je ne vais pas développer, c'est trop compliqué, mais ce que je veux dire ici surtout, c'est qu'on est dans ce point, disons, ça c'est on est dans cette zone indifférenciée tout le temps. Et pour Bion, on est tout le temps fragmenté. Il dit le chaos, c'est notre nature en fait. Donc on est tout le temps fragmenté. Et l'idée duquel je suis parti, c'est qu'il y a donc cette zone indifférenciée, cette ligne fine, c'est tout à fait indifférencié, et puis la pensée, c'est différencié. Mais entre les deux, il y a une zone qui est différenciée, pas différenciée, et c'est ça où il y a cette pensée automatique, ce fantasme de Mélanie Klein. Et c'est là qu'on peut appliquer la grille. Mais je voudrais surtout montrer ça. C'est que, donc il y a cette machine automatique, la pensée automatique, le fantasy de Klein, qui tourne toujours. Ça met de l'ordre dans ce que nous vivons. Et puis il y a la pensée verbale, logique, mais toute les autres zones, c'est indifférencié. On en a vraiment dedans. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que on parle aussi maintenant d'un heart brain, d'un gut brain, le système immunitaire. Il n'y a plus de différence entre moi et l'environnement dans ce système. On est plein dedans. Même dans notre corps, on parle comme un virus. Le virus est là, est l'ennemi. Mais nous avons des millions de bactéries, de virus en nous, en fait. Et ça a un effet sur notre pensée. Le système immunitaire est tellement intelligent que ça doit déduire qu'est-ce qui est mauvais pour le corps ou pas. On met maintenant des modèles d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre comment ça peut marcher. Donc, ici, dans la plupart de notre être est en contact avec cette zone indifférenciée. Et par exemple, le corps envoie plus d'informations vers le cerveau et est en contact direct avec l'environnement.
que le cerveau vers le corps. Donc nous sommes vraiment encore dans notre pensée est très influencée par la pensée cartésienne, on pourrait dire. Ce sont différents degrés d'indifférenciation. Donc il y a ici dans la pensée, c'est vraiment différencié toi, moi. C'est comme ça. Et puis il y a dans cette zone de fantaisie, c'est ce qu'on appelle embodied mind. Ça veut dire qu'il y a encore une différence, mais c'est dans le corps aussi. Il y a plus cette par exemple, dans la projection l'identification projective, on sent ça. C'est plus une pensée. On sent que l'autre est agressif. Et puis, il y a des zones où il y a plus de zones indifférenciées dans, disons, la pensée automatique. Et c'est là où il y a moins de différence. C'est comme body-mind, il n'y a plus de différence. Comme par exemple, je trouve ça très important dans les analyses, de background mother. Ça veut dire que cette sensation d'être là, le cadre, le local, la voix, le parfum, c'est très très important, mais il n'y a plus de différence entre toi et l'analysant. Et puis, il y a une zone très très proche de toute la zone hors des pensées, hors de la langue, donc où on n'en peut dire rien. Et là, on est très très proche de ça, c'est avec l'intuition, c'est le no mind, no body, on pourrait dire. Donc pour arriver là, on doit transcendre mind et body. Et c'est là, dit Bion, où on doit arriver, en fait, pour être pendant la séance, mais c'est très très difficile. En fait, nous sommes tous des petites figures dans, on pourrait dire, un mer immense, indifférencié, et donc notre petite machine de pensée essaie de mettre un peu de l'ordre dedans. Mais on est vraiment tout le temps dans ça. Voilà, je vais peut-être arrêter ici.